Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, comme vous le voyez, nous allons vous présenter à trois. Donc, il y aura Fabrice qui vient de Bordeaux, Antoine et moi. Nous venons de Toulouse tous les deux. Donc, à propos de Toulousains, il y a des Toulousains qui sont venus le samedi dernier au Stade de France. Nous espérons faire meilleure figure, marquer un essai, peut-être avoir le bonus. Alors, nous commençons par remercier nos sponsors. Alors, nous avons un remerciement particulier à faire, puisque la présentation que nous allons vous faire, elle est tirée d'un livre écrit à l'origine par Henrik Knieberg et Mathias Karing. Ce sont eux aussi qui nous ont aidés à faire cette présentation. Et alors, je voudrais faire un merci particulier à Fabrice pour avoir été à l'initiative de cette traduction. C'était fin 2009. Fabrice avait lancé un appel pour des traducteurs du mini-livre de Knieberg et Skaring. Alors, nous avions répondu avec Antoine, et puis j'avais répondu également. Et puis, il y avait aussi Frédéric qui est là, qui nous avait aidé à traduire le mini-livre qui existe donc en PDF, qui est disponible sur nos blogs respectifs et ailleurs aussi. Alors, là, ça pète, il faut que je l'oriente. Alors, cette présentation, nous l'avons imaginée un peu comme une pièce de théâtre. Alors, c'est vrai que là, nous sommes sur les planches aujourd'hui. Donc, comme une petite pièce de théâtre, alors il n'y aura pas les trois coups aujourd'hui, mais nous allons donc présenter à trois avec chacun apportant sa répartie à l'ensemble de la pièce qui se jouera en un seul acte. Alors, comme vous le voyez sur nos t-shirts, alors t-shirt de taille unique. Voilà, on va voir trois rôles spécifiques. Voilà, donc le titre exact, donc c'est Kanban et Scrum tirer le meilleur des deux. Et donc, ça fait. Alors, c'est une présentation que nous faisons aujourd'hui. Nous l'avons déjà donnée l'année dernière à Toulouse à l'occasion de l'Agile Tour en octobre 2010. Voilà, mais c'est pour la première fois à Paris. Allez, c'est moi qui attaque. Alors j'ai la lourde tâche de commencer par Scrum en un slide, donc ça va être assez vite. Scrum, l'idée de base, elle est assez simple, c'est que on est que des humains, c'est assez difficile d'appréhender des choses complexes, alors on va essayer de les couper en petits bouts. La première chose qu'on va couper, c'est l'organisation. Voilà, il y a une zapette. On va prendre notre organisation qui va vouloir réaliser un produit et puis on va la découper en équipes de petite taille, donc des équipes de 5 à 9 personnes grand maximum, histoire qu'on ait une communication entre tout le monde qui soit effective et maximale. Puis ces équipes, elles vont réaliser des produits. Et un produit, de la même façon, on va le découper. On va le découper en fonctionnalités, si ça apparaît. Voilà. Donc on a un gros produit un peu massif et puis au fur et à mesure du temps, on va le redécouper en petites fonctionnalités, parce que des petites fonctionnalités, c'est facile à appréhender. Mettre un coût ou un temps pour l'exécution, la réalisation d'un gros produit, c'est difficile. Sur des petites tâches ou des petits éléments, c'est nettement plus simple. Et puis vu qu'on a divisé les organisations, qu'on a divisé les produits, on va faire exactement la même chose avec le temps. On a un certain temps pour réaliser un produit. Des fois, il est connu à l'avance, des fois pas. Mais de toute façon, on va le découper en blocs de taille fixe, relativement courte, de 1 à 4 semaines grand maximum. Et dans chacun de ces blocs de temps, un de nos petites équipes va s'engager, un engagement plus moral que contractuel, à réaliser un ensemble des petits blocs de notre produit qu'on a découpé avant.
Et voilà, quand vous avez compris tout ça bien et toute la philosophie qui se cache derrière tout ça, eh ben vous avez compris tout Scrum en fait. Oula, ça passe longue. Hop. Les bordelais. Hein, et comment chez toi ça marche comment? Ça marche sans ballon. Alors Kanban c'est quoi? Kanban c'est un mode de gestion de flux hérité de l'industrie automobile japonaise, le Toyota Production System. Alors qui dit Japon dit recherche de la perfection idéale et forte connotation visuelle. Donc pour une équipe de développement, comment ça se passe un Kanban? C'est un tableau, donc un mur habillé, et divisé en colonnes, les différentes colonnes représentant les différentes étapes de traitement des éléments à fabriquer. Donc ici on a un exemple à 5 colonnes, affaires, développement, test, livraison et fini. L'intérêt d'une équipe Kanban, ça va être quoi? Ça va être de limiter les stocks sans valeur, je reprends un vocabulaire industriel, limiter le gaspillage, donc en fait limiter un certain nombre d'éléments traités en parallèle qu'on commence et qu'on finit jamais. Donc en fait c'est là qu'on a introduit la notion de limite de taf, limite de travaux à faire. C'est le nombre que vous avez dans chacune des colonnes. Par exemple, on estime que par rapport à la capacité et à la taille de l'équipe, on n'ira pas au-delà de 3 éléments en cours de développement en parallèle. Donc on peut estimer peut-être que l'équipe fait 2 développeurs. 2 éléments à tester en parallèle au maximum, 3 éléments à livrer. Donc l'idée de l'équipe, ça va être d'optimiser ce flux, en fait de lisser le flux. D'abord en fixant certaines règles. Donc la limite de taf, la limite de travaux à faire est une règle, est un exemple de règle. Vous allez avoir des autres règles qui sont des règles de bon sens, qui sont de finir ce qu'on commence, au lieu de commencer des tâches en râteau et puis de jamais rien terminer. Ça va être par exemple d'éviter de cumuler des éléments sur la fabrication d'éléments sur un même développeur. Vous allez créer un goulot d'étranglement, c'est un des risques. Et l'idée, bien sûr, derrière, c'est de toujours expérimenter et d'améliorer en continu le processus. C'est la voie du Kanban. Non, moi j'ai la zapette. Alors, vous avez vu, Scrum et Kanban, c'est 2 pratiques qui, de prime abord, apparaissent différents. Alors, c'est 2 outils, on pourrait dire, 2 outils processus. Alors l'objectif de notre présentation, c'est de vous montrer que plutôt que d'avoir à choisir strictement Scrum ou Kanban, il est possible, il est même tout à fait souhaitable de tirer le meilleur des deux, comme est le titre de notre présentation. Donc tirer le meilleur des deux, ça veut dire déjà savoir un peu ce qu'il y a dedans, quelles sont les parties qui sont similaires et puis quelles sont les différences et comment on peut choisir en fonction du contexte entre les différentes pratiques ou plutôt les façons de mettre en œuvre ces pratiques sur le terrain. Alors évidemment, un point fondamental, c'est que ces deux outils processus font partie de la famille des méthodes agiles. Donc la méthode agile sous la bannière du manifeste, avec les valeurs et les principes. Donc déjà dans les présentations précédentes et l'enquête, la présentation, le keynote et l'enquête, on a parlé de ces valeurs et ces principes. Je pense qu'on en parlera toute la journée. Donc c'est évidemment quelque chose qui va fédérer Scrum et Kanban. Les valeurs et les pratiques sont les mêmes. Alors ce qui diffère évidemment, c'est les pratiques. Alors les deux sont basés sur des pratiques communes que nous allons voir. Et donc nous verrons les différences dans leur mise en œuvre. Des pratiques communes, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que dans Kanban, il y a quelques pratiques spécifiques qui viennent se rajouter et sont différentes de Scrum. Alors de l'autre côté, dans Scrum, il y a aussi des pratiques spécifiques qui sont un peu plus nombreuses. Donc on peut dire très rapidement que Scrum est un peu plus cadré que ne l'est Kanban, qui laisse beaucoup plus de marge de manœuvre. Et puis je suppose que vous êtes ici majoritairement intéressés par le développement de logiciels, donc d'utiliser des processus pour développer des logiciels. Vous travaillez probablement dans les technologies de l'information pour la plupart. Donc pour que ça marche, il ne suffit pas d'appliquer et d'utiliser des techniques Scrum et Kanban qui sont essentiellement des techniques de gestion de projet et de gestion d'équipe. Bien sûr, il y a les pratiques, les autres pratiques agiles, notamment celles qui viennent d'Extreme Programming, qu'il est indispensable d'appliquer pour bien réussir ces projets.
Alors les deux sont agiles, les deux également sont basés sur l'empirisme. Donc l'empirisme, qu'est-ce que c'est très rapidement ? Ça signifie qu'on va avoir donc quelques étapes quand on va travailler sur quelque chose. Donc la première étape, c'est de planifier, et donc ce qui est la caractéristique des méthodes empiriques comme Scrum et Kanban, c'est qu'on planifie pas tout au début, qu'on va planifier sur des petits morceaux. Sur des petits morceaux, c'est ce qu'on fait, donc pour ceux qui connaissent Scrum, je pense que c'est la majorité ici, c'est ce qu'on fait lors de la réunion de planification du sprint. Donc l'idée de la planification, c'est de la faire juste à temps. Ça sert à rien d'avoir des gros plans qui sont faits à l'avance et qui sont très vite obsolètes ou à remettre à jour. Donc une fois qu'on a planifié une toute petite partie, évidemment, on va la réaliser. Et donc, avec le principe des livraisons fréquentes, on va livrer un produit. Donc, ça se passe lors de la revue de sprint avec Scrum. Et donc, l'objectif de cette présentation, de cette revue de sprint, c'est d'avoir du feedback des utilisateurs pour dire, voilà, on vous montre quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez à rajouter, à modifier dans le produit. Donc, le feedback est évidemment un élément essentiel de l'empirisme côté produit. Ces méthodes englobent également de l'amélioration continue de processus. Donc cette amélioration continue, elle se fait dans Scrum à travers ce qu'on appelle la rétrospective. Donc c'est vraiment un point essentiel, c'est-à-dire que pendant qu'on développe quelque chose, un produit, on apprend également à mieux travailler. Alors c'est connu dans Scrum sous le principe d'inspection et d'adaptation. Donc on regarde où on en est pour adapter régulièrement le processus. Alors c'est connu dans Kanban, puisque Kanban, comme Fabrice l'a dit, a son origine dans le Lean, c'est connu sous le terme de Kaizen. Alors ces trois activités essentielles donc, de l'empirisme, planifier, livrer le produit et améliorer le processus, on les retrouve dans Scrum et Kanban. Seulement, on les retrouve faites à des rythmes qui sont différents. Alors dans Scrum, c'est assez simple. Je vous ai dit, on avait découpé le temps. Non seulement on a découpé le temps, mais en plus on l'a organisé un peu. On a des blocs de temps fixes. Donc qui dit bloc de temps fixe dit un début, un milieu et une fin. La première chose quand ce bloc de temps va commencer, c'est qu'on va organiser une réunion de planification. On va planifier ce qu'on va faire dans ce bloc de temps, donc quelques semaines, 1 à 4 semaines grand maximum. La fin du bloc de temps est connue au début, donc sur quelques semaines, c'est assez facile de savoir à peu près, de maîtriser ce qui va se passer sur deux semaines. Cette première réunion de planification, il y a qui ? Il y a l'équipe. Évidemment, c'est une équipe qui est multifonctionnelle, plurifonctionnelle, donc il y a des développeurs, mais il y a aussi des testeurs, il y a un peu tout, des architectes, des BA, si on en a besoin. Ça dépend, donc c'est vraiment une équipe qui réunit toutes les compétences, où tout le monde au final fera un peu de tout. Et c'est cette équipe qui va s'engager sur un certain périmètre. Le périmètre, c'est un ensemble de petits blocs de produits qu'on a découpés avant. Et on va s'engager pour la réalisation de ces blocs dans le sprint. Et c'est bien l'équipe qui décide ce qu'elle va embarquer au cours de son sprint. Et puis, une fois qu'on a cette réunion qui dure entre 2 et 4 heures grand maximum aussi, timeboxé, toujours, on connaît un début, on connaît une fin quand on commence quelque chose. L'équipe va réaliser son produit, faire toutes les étapes nécessaires à la réalisation, et puis il y a un moment, le temps qui était alloué pour l'itération, pour le sprint, arrive. On a fini des choses, des fois on n'a pas tout fait, c'est pas forcément très grave, des fois on en a fait un peu plus, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin de ce bloc de temps, on a un produit qui est livrable, qui fonctionne, alors qui fait peut-être pas grand-chose au début, mais au moins il fait des choses. Et ce produit qui fonctionne, on va pouvoir le montrer à tous ceux qui ont un intérêt dans le produit, éventuellement à des futurs utilisateurs. Et ça va se faire au cours d'une réunion qu'on appelle la revue de sprint, donc qui se passe le dernier jour de l'itération, sur lequel on va pouvoir montrer l'application dans son état actuel, toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées, qui sont validées, sur lesquelles il y a de fortes chances pour lesquelles on ne revienne plus dessus une fois que cette réunion est passée. Et ça, c'est pour le produit.
Ça va nous permettre, puisqu'il n'y a pas que l'équipe qui assiste à cette réunion, des utilisateurs, d'avoir un feedback immédiat, d'avoir des retours sur comment est-ce qu'on va orienter la planification et le produit dans les futures itérations. Ça, c'est le feedback du produit. Il y a autre chose qui est extrêmement important, c'est que, oui, on fait un produit, mais on a aussi des méthodes pour produire des produits. Et donc, la deuxième réunion de fin de sprint, c'est la rétrospective, et ça, c'est l'équipe qui se réunit. Généralement, toute l'équipe, mais on évite d'inviter les extérieurs. Et pendant cette réunion, on va réfléchir à comment est-ce qu'on a travaillé au cours du sprint qui vient de s'écouler, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, c'est là l'important, qu'est-ce qu'on va améliorer pour la prochaine fois. C'est vraiment l'inspection, on regarde ce qui s'est passé et l'adaptation, on en tire des conclusions pour faire mieux au sprint suivant. Pouf, fin du temps, du bloc de temps. Un bloc de temps en enchaînant un autre, on enchaîne ce cycle. Fin de rétrospective, le lendemain, on va attaquer une nouvelle réunion de planification, hop, du développement, revue de sprint, rétrospective, planification, revue de développement, revue de sprint, rétrospective, et ainsi de suite. C'est assez simple, c'est bien régulier, c'est bien rythmé. Et en Kanban, ça se passe comment ? Alors en Kanban, ça se passe comment ? Le Kanban, c'est ce que j'ai dit, c'était de la gestion de flux. Donc on va plutôt avoir une réactivité fil de l'eau ou un traitement à la demande. Donc là, en fait, l'équipe va choisir son rythme de travail, elle a la liberté de choisir son rythme de travail. Ici, on vous a donné un exemple où en fait, on fait de la livraison sur demande. L'équipe vérifie régulièrement en fait qu'elle est prête à livrer des choses. Et si c'est quelque chose de significatif, de pertinent, elle le fait. C'est pareil par rapport à la planification, c'est-à-dire qu'elle va vérifier régulièrement s'il n'y a pas des priorités qui ont changé et elle mettra de façon opportuniste à jour son planning de livraison. Ici, dans cet exemple-là, vous voyez en fait qu'elle a par contre des rétrospectives toutes les 4 semaines qui lui permet d'améliorer ses processus. C'est beau. Alors l'idée qui est donnée par Kanban par rapport à Scrum, c'est qu'on peut faire varier les rythmes en fait. On dit Scrum, il y a un bloc de temps, c'est carré, il y a les réunions au début, à la fin. Kanban nous montre que finalement, il y a des activités de nature différente qui peuvent éventuellement être désynchronisées. Donc un exemple de Scrum-Ban, donc où on prend le meilleur des deux, c'est de dire finalement, on n'a peut-être pas besoin de faire des rétrospectives toutes les 2 semaines. Voilà, on peut imaginer qu'on a un rythme d'un mois, donc qui est un rythme différent de celui qui est nécessaire pour faire des planifications. Donc, planification sur des éléments, on va les faire par exemple toutes les 2 semaines, et puis on peut faire ça en ayant à côté un processus de livraison qui soit désynchronisé. Alors, c'est souvent le cas, les processus de livraison sont variables selon les contextes, puisqu'il y a des domaines où on peut vraiment livrer et mettre en production extrêmement fréquemment, et puis il y en a d'autres où, par nature, par le contexte donné, notamment dans tout ce qui est embarqué ou est si complexe où il faut intégrer, la livraison nécessite un peu plus de temps. Donc Scrum-Ban nous apprend à jouer sur les rythmes, à avoir une possibilité en plus donc, dans notre panoplie. Alors les deux sont basés sur les mêmes principes, notamment utilisent tous les deux un tableau. C'est un point d'amélioration personnelle. C'est un bordelais, c'est pas de sa faute. Voilà. Donc en Kanban, comme je vous disais, on est dans la gestion des flux, donc on est plutôt au tout départ, évidemment, on a bien initialisé le tableau Kanban avec à gauche tous les éléments à traiter, mais comme après on alimente de façon continue, bien entendu le tableau est persistant, autrement dit, il n'a plus besoin d'être réinitialisé, donc on évite le gaspillage. Alors que nous, en Scrum, c'est pareil, on a un début et une fin. Alors on va avoir un tableau dans un état au début et puis il va progressivement se diriger dans un état à la fin. À la fin de la réunion de planification, on a décidé d'un périmètre de ce qu'on allait faire au cours de notre itération, au cours de notre bloc de temps. Donc forcément, on va avoir un tableau, une colonne to do, toutes les choses qu'on a dit qu'on allait faire. Et puis au fur et à mesure que le sprint se déroule, nos éléments qui étaient dans la to do, si tout se passe bien, ils vont progressivement se décaler dans la colonne en cours. Et puis une fois que c'est en cours et que ça a été terminé, on va passer dans la colonne finie.
Donc l'évolution logique du tableau, c'est qu'au début du sprint, de l'itération, on va initialiser notre tableau dans la to-do. Ça va se déplacer progressivement vers la colonne en fin, et à la fin de l'itération, tout est dans la colonne de droite, tout est fini, si tout s'est bien passé. Et puis on est prêt pour redémarrer une nouvelle itération. On va vider notre tableau, on recommence avec l'itération suivante, un nouveau tableau, une nouvelle colonne à faire qui va se déplacer progressivement. Ce qui est bien, c'est qu'on a un suivi rapide, on peut vite voir visuellement si les choses avancent au cours du sprint ou pas, alors que toi, c'est plus compliqué. Bon, les deux utilisent un tableau, et puis vous voyez que les éléments, les post-it, se déplacent vers la droite. Alors ce qu'ils nous ont pas dit tous les deux, c'est qu'est-ce qui devenait les post-it après. Dans Scrum, on enlève tout. Dans Kanban, il n'y a qu'une colonne. S'il y en a beaucoup à droite, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand on sort du tableau et que c'est fini? Alors, l'objectif donc pour nos types de développement, pour nos produits, c'est de livrer ça à des utilisateurs, donc de mettre en production. Voilà, donc ce côté, qu'est-ce qui se passe après, c'est un point intéressant sur l'usage qui peut être fait de Scrum et Kanban selon le contexte. Donc en général, quand on commence, vous avez vu que c'est Scrum qui est la méthode la plus populaire, donc on va commencer à faire du développement avec Scrum, et puis ça s'y prête quand même pas mal pour tout ce qui est développement de nouveaux produits. Cette idée de bloc de temps est quand même intéressante. Donc généralement sur un produit, alors même s'il est important, on va avoir des équipes qui vont développer des parties de produits. C'est ce qu'on appelle des équipes feature. Donc une fois que ces équipes ont développé des morceaux de produits, on met en production. Qu'est-ce qui se passe quand on met en production? Alors même si on utilise des méthodes agiles, on peut avoir besoin de support. Donc il peut y avoir des défauts qui apparaissent ou des évolutions à faire. Bon, support, opération. Donc, alors il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est de faire traiter ces demandes de support par les équipes elles-mêmes. Une autre possibilité, c'est de créer une nouvelle équipe qui va s'occuper de ça. Donc une équipe responsable de support et d'opération. Et puis on a commencé avec Scrum, on dit cette équipe, elle va faire du Scrum. Alors on s'aperçoit assez vite que le support et l'opération, on a vraiment une notion de flux, et que finalement, le Kanban est probablement mieux adapté à gérer ce genre de choses. Donc on a un exemple tirer le meilleur des deux, c'est aussi utiliser les deux, donc plutôt Scrum pour du développement et plutôt Kanban pour tout ce qui est opération. Donc Scrum et Kanban, les gars, c'est bien, mais sur les projets réels, vous savez ce qui se passe. Il y a souvent des urgences qui arrivent. Vous avez tous probablement un commercial qui arrive dans votre bureau si vous êtes développeur et qui vient vous dire j'ai vu un client, il faudrait lui préparer une démo pour demain. Ou alors un manager qui vient et qui dit ah non les gars, vous travaillez là-dessus, mais il y a des choses plus urgentes à faire. Voilà, j'ai besoin, donc je pars demain, il faut absolument me faire cette fonction. Donc comment Scrum et Kanban permettent de réagir à ce genre de choses? Scrum, c'est super simple. Scrum, c'est niet. Ouais, à peu près. Non, en fait, l'idée, c'est qu'on a des blocs de temps qui sont suffisamment petits. L'équipe, elle s'est engagée dans un périmètre fonctionnel à réaliser au cours de ce bloc de temps. On va éviter de la perturber en lui passant son temps à lui changer son travail. C'est pas le but. Donc, on va se dire, ok, tu as un nouveau élément à rajouter. On a une liste de choses à faire qu'on va utiliser pour la planification du premier sprint. Ton truc prioritaire, là, tu le mets en priorité et on s'en occupera au prochain sprint. Mais pour l'instant, on ne touche pas au sprint. Merci. En Kanban, c'est différent. La réponse de l'équipe Kanban, ça va être n'hésitez pas à faire entrer un nouvel élément dans la colonne à faire. Simplement, vous voyez bien qu'il y a une limite de taf qui est à 2 et qu'il y a déjà 2 éléments. Donc en fait, la solution, ça va être de prioriser, prioriser, prioriser.
C'est-à-dire, si E est vraiment prioritaire, alors à ce moment-là, vous allez dépiler C ou D. Il va falloir faire un choix. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'également, l'équipe, elle a un encours de 2 et qu'il y a déjà 2 éléments qui sont A et B. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, l'équipe va traiter peut-être A en premier et c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir traiter la priorité E en dépilant. On parle de tirer l'élément, hein, c'est des flux tirés. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que le temps de réponse d'une équipe Kanban, c'est-à-dire le temps que met une équipe Kanban pour répondre à un changement de priorité, c'est finalement le temps qu'elle met pour retrouver une capacité de travail à tirer un élément, à prendre un élément qui est en amont, avec une règle générale qui est qu'un élément qui sort, c'est un élément qu'on peut tirer. Donc en fait, le tableau Kanban est piloté par les limites d'OTAF. Ouais, en fait, bon, ce que je vous ai dit, c'était le Scrum du livre. Parce que des fois, il y a des managers, des product owners, des gens importants qui viennent et on ne peut pas leur dire non. C'est juste pas possible. Parce que, bon, voilà, on a des métiers, on a des gens qui nous payent et des fois, il faut un peu faire avec. Par contre, ce qu'on peut faire quand même, c'est un peu négocier et réutiliser les idées de nos amis du Kanban, à savoir qu'on s'est engagé à faire des choses. Sauf qu'on ne commence pas tout d'un coup. Il y a forcément des éléments qu'on n'a pas encore commencé au moment où cette nouvelle tâche a envie d'arriver. Donc on va entamer une négociation et on va dire eh ben ok, cette tâche-là, on va pouvoir te la prendre. Quand je dis on, c'est bien l'équipe qui va décider de on va pouvoir te la prendre. Mais il y a un truc sur lequel on s'était engagé, eh ben on ne pourra pas le faire. Par exemple, cette tâche-là, elle est à peu près de taille équivalente. Alors ce qu'on va te proposer, c'est que plutôt de faire D qui est équivalent à ton E que tu voudrais nous faire et qu'on n'a pas encore commencé, on enlève D du sprint, on met E à la place. Et puis on continue comme ça. Tu vois, tu m'aimes un peu plus finalement. ouvert. Tu m'aimes un peu finalement. Mais je t'aime bien. Bon, donc vous gérez les perturbations. Mais comment vous gérez le fait que généralement un produit pour une équipe, bon, ça va dans le cas standard, on a une équipe de quelques 5 à 7 personnes qui développent un produit pendant quelques mois, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises qui ont des plus gros produits, puis il y en a qui ont des plus petits produits, donc des petits produits qui font qu'une équipe, elle va travailler sur 2 produits en même temps. Alors si vous avez qu'une seule équipe, comment vous faites ? Allez, c'est moi qui attaque aussi pour celle-là. Ah non, c'est toi. Raté. Alors en Kanban, c'est visuel déjà. Donc on va associer une couleur par exemple à chacune des fiches. Donc ça ressort naturellement dans le tableau Kanban. Et sinon, il y a une solution qui consiste à créer un couloir associé à chacun des produits. Là, on suppose qu'il y a une équipe unique derrière, d'accord, enfin qui va gérer les 2 produits. Donc l'idée après, c'est de faire des choix en termes de stratégie de traitement des éléments, aussi bien du produit vert que du produit jaune. Alors nous, en fait, on a exactement la même stratégie, mais juste avec nos mots et nos outils à nous. Donc nous, en Scrum, on a pour une équipe, elle va avoir un backlog, c'est la liste des éléments à faire qui va être priorisée par ordre d'importance. Éventuellement, évidemment, il y a 2 produits, donc chaque produit va avoir sa liste de fonctionnalités. Pour une équipe donnée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner, on va faire qu'une seule liste qui va pouvoir contenir des éléments venant des 2 produits. Alors, si les 2 produits sont de nature assez similaire et que passer de l'un à l'autre, ça ne crée pas trop de perturbations pour une équipe, eh ben, on n'a plus qu'une liste, on prend les éléments priorisés dans l'ordre, et puis donc au cours d'un sprint, on va pouvoir réaliser des fonctionnalités du produit vert et des fonctionnalités du produit jaune. Par contre, si passer du développement d'un produit à un autre, ça a un coût, ça implique que ça devient une perturbation pour l'équipe et donc elle ne va plus pouvoir appréhender les choses correctement, on va essayer de privilégier une séparation et de spécialiser les sprints. Un sprint, on va faire le produit vert, le sprint d'après, on va faire le produit jaune, et puis on itère, ainsi de suite, vert, jaune, ou si le vert est un peu moins important que le jaune, on fera 2 sprints de jaune, 1 de vert, et ainsi de suite. Donc au final, ça revient à peu près au même. Bon, d'accord. Donc, revenons sur ce tableau qu'on retrouve dans les 2 finalement. Qu'est-ce qu'on met dans un tableau ? Donc un tableau, généralement, il y a des lignes, il y a des colonnes.
les colonnes sont le lieu où on va mettre ce qu'on peut considérer comme les états du workflow de l'élément qu'on va gérer. Alors dans Scrum, et c'est une différence entre les deux, entre Scrum et Kanban, dans Scrum, les colonnes sont imposées, sont à peu près imposées. On a vu donc les colonnes affaires, en cours, fini, qu'on retrouve sur un tableau des tâches, avec une colonne à gauche supplémentaire dans laquelle on va retrouver les stories. Et le principe en Scrum, c'est que on identifie lors de la réunion de planification les morceaux de travail qu'on va appeler des tâches qui vont permettre de réaliser ces stories. Alors, avec Kanban, les états du workflow ne sont pas imposés, en fait. Alors, même si pour l'instant, on vous a montré des petits tableaux Kanban, Scrum, des petits tableaux Kanban qui ressemblaient beaucoup au Scrum, on a la possibilité, lorsqu'on fait du Kanban, de définir les éléments, donc ce qu'on va mettre dans les colonnes, donc les états des workflows. Donc c'est aussi présenté par donc les défenseurs ou ceux qui promeuvent Kanban, c'est présenté comme une différence majeure, c'est-à-dire que on peut plus facilement partir d'un processus existant et puis l'adapter progressivement, alors que Scrum, avec son workflow imposé, je dirais, demande un changement plus radical. Voilà, donc sinon, les deux tableaux vont vivre, comme on l'a vu, avec des morceaux qui vont évoluer au fur et à mesure. Alors j'ai montré deux niveaux d'éléments ici, donc la notion de story, donc le story, l'élément qu'on va retrouver dans le backlog de produits et qui va apporter de la valeur à ses utilisateurs. Et puis un élément donc qui est un petit morceau de travail qui s'appelle la tâche. Donc, alors finalement, comme ces deux techniques sont quand même essentiellement orientées gestion de projet, pour faire de la gestion de projet, il faut planifier, et avant de planifier, il faut d'abord estimer. Donc, quelle est la réponse donnée par Scrum et Kanban sur les techniques d'estimation de l'effort pour développer un produit? Alors à l'origine, dans Scrum, ce qu'on faisait, c'est que les estimations, elles sont faites par l'équipe, celle qui va réaliser concrètement le produit. Et on allait estimer les stories en jours, le nombre de jours nécessaires pour la réalisation, et puis les tâches qui sont des choses de plus petit niveau, qui sont des choses concrètes, qui vont bouger assez rapidement au cours du sprint, on allait les évaluer en heures. Ça, c'était au début, et puis en fait, il faut bien se rendre compte que les estimations en jours et en heures, en fait, on n'est juste pas doué pour faire ce genre de choses. Ça marche pas parce qu'on n'arrive pas à prendre en compte, oui, mais alors le temps que les petites perturbations, les discussions commencent à rentrer en compte, et puis les réunions, parce qu'il faut quand même discuter de la façon dont on va réaliser, comment est-ce qu'on estime. C'est hyper difficile, avant d'avoir réellement commencé le travail, d'estimer de façon précise ou à un grain suffisamment fin le temps nécessaire pour la réalisation d'une story ou d'une fonctionnalité. Alors on a un peu changé les choses, et on s'est dit, comme en jour, on n'y arrive pas, on va faire des choses relatives. Et donc on a un peu sorti la notion de points, c'est-à-dire qu'on va arrêter de dire, oui, alors pour telle fonctionnalité, il nous faudra 5 jours, pour telle autre fonctionnalité, il nous en faudra 10, ou 1, ou 12. On s'est dit, bon alors, cette fonctionnalité-là, elle a une bonne taille. On sent qu'elle est relativement aisée à réaliser, mais pas trop. C'est assez simple à appréhender pour une équipe. Ça, c'est l'équipe qui le décide, évidemment. Arbitrairement, on va dire, voilà, allez, cette story-là, on va lui donner 3 points. Valeur sans unité, c'est des points. Et ça va être notre story de référence. Et on va mesurer toutes les autres stories par rapport à cette référence. Et donc, les stories que l'on va estimer plus petites ou moins complexes, on va mettre moins de points, et puis celles qu'on va estimer plus compliquées, nécessitant plus de travail, on va mettre plus de points. Et puis voilà, ça nous donne un peu un espèce de cadre, de référence, pour estimer la taille de nos stories, qui sont des choses relativement larges. Pour ce qui est des tâches, les heures, c'est encore pire que les jours. Ça, si vraiment on arrive à un grain très très fin. Alors, plutôt que de compter en heures, on s'est dit...
Et si on comptait juste le nombre de tâches à faire? Parce que grosso modo, tout s'équilibre à peu près. Il y a des grosses tâches, il y a des tâches un peu plus petites. Donc on va juste s'intéresser au nombre de tâches qu'il y a dans un sprint, et puis on va suivre l'évolution du nombre de tâches, parce que globalement, on sent bien que si on a 50 tâches au premier jour du sprint et qu'on en a encore 45 à faire au milieu ou à la fin, on est mal, on n'y arrivera pas, et finalement qu'on sache qu'il nous reste 400 heures ou 380, 400 heures ou 200, ça ne fait pas grande différence. Donc voilà, des points relatifs pour les stories, et puis juste le nombre pour ce qui concerne les tâches. Alors, en Kanban, on va s'intéresser aux éléments qui apportent de la valeur, donc on va dire qu'il n'y a pas de tâches. Les éléments, vous les avez vus, ils s'écoulent dans le flux du tableau Kanban. Et donc, ce qui va être intéressant, je vous ai dit, Kanban vient du monde de l'industrie, donc on est plutôt dans une culture où on produit des choses en série et qui ont plutôt la même taille. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses qui ont à peu près la même taille, et à ce moment-là, le nombre devient un indicateur pertinent en termes de suivi. D'accord. Donc estimer, ça sert à planifier, et puis après, il faut suivre les projets. Alors pour suivre les projets, ce qu'il nous faut, c'est des indicateurs. Donc quels sont les beaux indicateurs que vous nous proposez, Scrum et Kanban? Alors, en Scrum, il y a un indicateur qui est un peu mythique. Tout le monde qui a vu un peu Scrum, même de loin, a entendu parler du burn down chart. C'est un indicateur qui se déroule au niveau du sprint et qui justement va essayer de voir un peu l'évolution, le nombre de choses qui restent à faire au cours du sprint. Alors celui-là, il n'est pas très bon parce que justement, quand on voit les chiffres, on se doute qu'il est un peu fait en heure, alors que bon, c'est un vieux tableau. Donc finalement, on va avoir un tableau avec le nombre de tâches qui restent à réaliser, et puis les jours, et tous les jours, on compte le nombre de tâches qui nous restent à faire. Et normalement, ça descend avec une ligne relativement droite. Enfin, souvent, ça monte un peu au début parce qu'on ne pense pas à tout quand on découpe en tâches. L'idée, c'est que ça permet très vite de voir si dans le sprint, on est relativement bon ou pas. Ça permet de voir jusqu'à la fin du sprint dans quel état on va être, si on va réussir à finir ce sur quoi on s'était engagé. L'autre indicateur, qui lui va être à l'échelle un peu plus large de la release ou du produit même, ça va être la vélocité. Alors autant le burn down chart, il est bien utile pour l'équipe, c'est pour elle, pour savoir là où est-ce qu'il faut mettre des efforts supplémentaires pour bien réaliser son sprint. Autant la vélocité, ça va être quelque chose qui va être utile au-dessus, pour les gens qui vont définir les plans de release des produits, qui vont définir ce qu'on va mettre dans les backlogs aussi. Qu'est-ce que c'est que cette vélocité? Je vous ai dit, on estimait les stories en points. C'est pas innocent. C'est qu'en fait, une fois qu'on a une équipe qui est bien rodée, on se rend très vite compte que le nombre de points qu'elle est capable de réaliser au cours d'une itération, dans des blocs de temps fixes, il est à peu près constant. À peu près parce qu'on est des humains, on a des variations, et puis il y a des gens qui partent en vacances, etc. Donc à peu près constant. Donc on va pouvoir se dire, mon équipe, elle fait 30 points par sprint, je ne sais pas combien elle est, voilà, entre 20 et 25 points par sprint. Je lui ai fait estimer à mon équipe tout mon backlog, j'ai 100 points dedans. Bon, voilà, elle fait 20 points par sprint. Si on avait un fonctionnement idéal, dans 5 sprints, j'ai mes 100 points qui sont faits. Je suis pas fou, je vais me prendre un peu de marge. Je peux me dire que dans 6 sprints, mes 100 points, ils seront faits. Ou de toute façon, j'aurai suffisamment de recul pour voir évoluer l'indicateur et pouvoir changer mes plans au fur et à mesure à chaque fin de sprint, justement en voyant le nombre de points qui a été réalisé à chaque fois. Donc 2 gros indicateurs principaux, le burn down chart pour l'équipe et la vélocité qui est un niveau au-dessus pour ceux qui font de la planif. Alors en Kanban, on va utiliser ce qu'on appelle un diagramme de flux cumulé. Donc comment ça fonctionne? Juste une seconde d'attention. Donc en fait, l'équipe, chaque jour, va faire le total des nombres d'éléments dans chaque colonne du tableau, donc dans chaque étape de fabrication de l'élément. D'accord? Et ces totaux, elle va les cumuler sur l'axe Y. D'accord? Donc chaque couleur est associée à une colonne. Donc imaginez que la courbe la plus haute, la couleur grise, c'est la colonne à faire, et la courbe bleu-gris, ouais, qui est en bas, c'est la colonne finie. Donc si on regarde la distance qu'il y a entre la colonne du haut, qui est la colonne à faire, et la colonne finie, on a à peu près, on visualise en fait la quantité d'éléments qu'il y a à traiter dans
dans le tableau Kanban, c'est-à-dire dans le flux. Okay. Maintenant, si on s'intéresse à l'axe horizontal, là, ce qu'on va pouvoir mesurer en termes de temps, c'est le temps que met un élément qu'on a introduit dans la colonne affaires ou dans le backlog, comme vous voulez, pour être livré, terminé, déployé en production. C'est ce qu'on appelle le temps de cycle. Maintenant, si vous regardez la pente de la colonne finie, c'est-à-dire la courbe en bas, la bleue, ça vous représente en fait le nombre d'éléments qui sont terminés chaque jour. Donc finalement, vous avez la pente représente la vélocité. Maintenant, si on essaye d'établir une relation entre les trois, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, si vous augmentez le TAF, c'est-à-dire la quantité d'éléments qui se baladent dans votre tableau Kanban, vous allez allonger le temps de cycle, donc le temps que met un élément du backlog que vous avez introduit pour partir en production, pour être terminé, et que vous allez abaisser la pente de la vélocité. Moralité, si vous voulez conserver la vélocité, si vous voulez même augmenter votre vélocité, il va falloir réduire le temps de cycle, et il va falloir donc limiter le TAF. Donc ce que je vois en fait finalement, c'est que Scrum c'est très très bien adapté pour les équipes projet. Antoine. Oui, c'est bien, c'est régulier, c'est petit, c'est appréhendable. Bon, toi c'est pas mal non plus, hein. Je critique souvent, mais c'est une vision un peu plus grosse. Ça s'intéresse un peu moins à l'équipe et on va être plus au niveau plus large, plus au niveau d'un vrai processus au sein de l'entreprise et pas juste au niveau de comment on réalise le développement. Il va y avoir avant la préparation et puis surtout après la mise en prod et le suivi régulier. On voit que donc au niveau de l'entreprise, on peut utiliser des tableaux sur différents niveaux. Alors, je vais faire un peu de publicité pour la présentation que je ferai tout à l'heure en début d'après-midi à 14h30. C'est un peu le sujet de la présentation, c'est Scrum, avec un peu de Kanban éventuellement, au-delà du projet pour des portefeuilles, pour des lignes de produits, pour des organisations. Voilà, et donc cette notion-là, elle rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le Lean qui se veut donc fédérateur au niveau de l'entreprise, voilà, alors qu'on associe souvent Scrum au niveau du projet. Alors, un petit résumé de ce qu'on vient de vous dire sur Kanban et Scrum. Donc, Kanban et Scrum, il y a des ressemblances. Hein, donc, le côté agile, évidemment, le côté empirique. Alors, les deux utilisent la notion de TAF, hein, ou de WIP en anglais. Alors, c'est surtout Fabrice qui l'a présenté pour Kanban, puisqu'elle est explicite. En fait, dans Scrum, on la retrouve à travers le bloc de temps qui est le sprint, hein, puisqu'on est évidemment amené à limiter le nombre d'éléments qu'on va mettre dans un sprint. Voilà, donc sinon, les deux utilisent la notion de management visuel, hein, qui est très importante, avec les tableaux qui sont utilisés par les différentes équipes. Les deux sont basés sur des livraisons rapides, l'auto-organisation. Alors, même si, et c'est une différence que nous n'avons pas évoquée, Scrum définit des rôles, hein, strictement, le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe, tandis que Kanban ne dit rien sur le sujet, laisse les équipes s'auto-organiser et se débrouiller elles-mêmes. Voilà, on a vu les éléments différents, donc la notion de story, voilà, qui est un élément Kanban ne pousse pas à décomposer aussi finement que Scrum en tâches. Et puis la notion de planification et les indicateurs qu'on retrouve dans les deux. Donc ce que nous avons essayé de vous montrer au cours de cette présentation, c'est plutôt que d'opposer donc ces pratiques, ces outils que sont Scrum et Kanban, c'est essayer de tirer le meilleur des deux, hein, donc à travers des pratiques qui peuvent être adaptées à votre contexte, donc en sortant un peu du cadre strict de Scrum ou de celui de Kanban. Donc le message qu'on peut vous faire passer à la fin, c'est surtout ne soyez pas dogmatique en défendant à tout prix une méthode agile particulière, hein, et
Donc je rappelle encore une fois qu'il faut en plus utiliser des pratiques d'ingénierie quand on fait du Scrum et du Kanban ou du Scrum avec du Kanban. Donc ne soyez pas dogmatiques. Les méthodes agiles, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer, qu'il faut pratiquer pour pouvoir améliorer ensuite. Donc notre message final, c'est finalement soyez agiles aussi dans la mise en œuvre de ces outils. Alors, si tu permets, je vais faire une conclusion aussi pour moi, mon côté Scrum. Elle est un peu différente de la sienne. Alors moi, ma conclusion de tout ça, c'est en fait, ne soyez pas dogmatiques, essayez les choses par vous-même et surtout, soyez agiles. Et toi, tu as quelque chose à rajouter ? Oui, bien sûr, évidemment. Alors attends, je réfléchis. En fait, il paraît que ça va mieux en le disant 3 fois de suite. Donc ne soyez pas dogmatiques, essayez par vous-même. Et surtout, soyez et restez agiles. Nous allons vous quitter avec une petite photo du canal du Midi. Alors, on n'a pas trop utilisé le ballon de rugby, quand même. C'était difficile avec les micros aujourd'hui. Alors, ce qu'on voulait vous dire à travers ces outils, donc, et à travers notre conclusion, c'est que les processus, c'est à vous de les modifier, de les améliorer. Alors, on a vu les techniques qui étaient disponibles pour cela. Alors, il doit nous rester quelques minutes pour des questions. Fabrice ? Donc ma question, quand tu as une story qui est au milieu d'un tableau Kanban, si j'ai bien compris, tu peux la remettre au début pour en redémarrer une autre pour gérer les priorités. Non. Non ? Donc j'ai mal compris ? Non, j'ai mal expliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que le scénario qu'a proposé Claude, c'était plutôt qu'on avait une colonne à faire. Car moi, je considère qu'à partir du moment où l'élément est rentré dans le workflow, on retombe sur la fameuse règle de ce qu'on a commencé, on va essayer de le terminer au lieu de tout commencer en râteau. Et donc l'idée, ça va plutôt être de dire prioriser, 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 c'est-à-dire de prioriser sur les éléments qui sont dans la colonne à faire. Faites vos courses. Vous voulez introduire E, il y a C et D parce qu'on a une limite de taf à 2. Faites un sacrifice, faites un choix, mais dites-nous si E est prioritaire par rapport à C ou à D. À ce moment-là, vous dépilez, vous retirez C ou D. Voilà, c'est à cet endroit-là que va se faire le choix. Maintenant, à partir du moment où l'élément est embarqué, il faut le terminer, quoi. Il faut qu'il aille au done. Sinon, voilà, c'est du vrai gaspillage. Ça. Et on retombe effectivement sur la notion de stocks sans valeur. Comme dans l'industrie, on a des stocks qui en fait deviennent obsolètes et qui sont même plus utilisés. Merci d'avoir posé la question. Bonjour. Donc, le tableau Kanban est plus complexe que le tableau Scrum. Peut être plus complexe, si j'ai bien compris. Imaginons on a une colonne développement et une colonne test. Et une fois qu'on arrive en test, on se rend compte que le développement n'a pas été bien fait. Est-ce que le post-it peut revenir en arrière ? Ou comment on fait dans ces cas-là ? Alors, le tableau Kanban, il est... Oui, on va dire qu'il n'est pas compliqué, il est plus complexe effectivement, parce que comme Claude l'a laissé entendre à un certain moment, on est plus dans la cartographie d'un processus existant. Donc on est moins prescriptif ou normatif que Scrum avec les fameuses 4 colonnes, et donc on est plutôt dans cartographier le processus. Chaque colonne, c'est les étapes actuelles que vous utilisez dans votre organisation. L'idée maintenant sur le scénario, c'est donc j'ai un élément qui est parti en test, c'est ça, qui est de mauvaise qualité. Voilà, on a pris le post-it, on l'a passé de développement à test. D'accord. S'il doit retourner en dev, il y retourne et la marche arrière existe. D'accord. Maintenant, si c'est un problème de test ou de compréhension de ce qui a été développé, il peut y avoir
un pair testing, par exemple, je ne sais pas, le développeur qui va avoir le testeur. Donc il y a bien cette observation, je ne sais pas si vous vouliez tendre vers ça, mais du fait qu'un poste de travail, que ce soit un développeur ou un testeur, a une visibilité sur le poste amont et sur le poste aval, et s'il y a un problème, il y a bien une possibilité, qui reste théorique, même si on parle d'équipe auto-organisée multidisciplinaire, mais qui est bien d'un moment de pouvoir déplacer les collaborateurs, je vais parler de collaborateurs, hein, vous savez, c'est mieux que ressources, à un moment donné pour régler un problème qui est sur un poste amont ou un poste aval. D'accord. C'était ça le... Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question donc à Monsieur Camban, parce que j'ai la réponse côté Scrum. Au niveau de la motivation de l'équipe, j'ai pu remarquer que l'utilisation du burn chart permettait de fédérer l'équipe autour d'un objectif à atteindre sur une durée déterminée. Est-ce qu'on a des outils côté Kanban ou des méthodes côté Kanban pour fédérer l'équipe et la motiver autour d'un objectif? Alors, je vais reformuler ce que vous venez de dire, mais c'est ma perception hein, et mon vécu d'ailleurs par rapport à des équipes Scrum, donc forcément chacun a son retour d'expérience. Pour moi, c'est pas le burn-on chart qui va fédérer ou motiver l'équipe, c'est un indicateur qui donne s'il y a de la prédiction, à la limite elle est à l'échelle du sprint, disons pour voir un petit peu où ça va tomber. Ce qui va motiver l'équipe, c'est plutôt d'aller vers le fini, de voir que les choses avancent. Et effectivement, ça se retraduit sur l'indicateur qui est le burn-on chart et qui donne une vision de la pente. Sur l'aspect Kanban, comme je vous l'ai indiqué, c'est vrai que le diagramme de flux cumulé a l'air un peu plus compliqué, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir visualiser les différentes étapes du processus, et suivant l'épaisseur, l'air des courbes, vous allez en fait pouvoir visualiser des goulots d'étranglement par exemple. C'est-à-dire si vous avez des aires qui sont très très grandes, vous allez voir que les éléments séjournent, il y a beaucoup d'éléments et qui séjournent très longtemps en plus au niveau d'une certaine étape. Donc vous allez pouvoir visualiser des goulots d'étranglement, donc éventuellement des équipes qui sont en train de s'étouffer. Maintenant sur la motivation, moi je dirais que la motivation d'une équipe, elle n'est pas liée à la courbe, mais encore une fois, elle est liée au fait d'aller au fini, quoi. Ce qu'a traduit à un moment donné Antoine, c'était bien l'idée de s'engager sur quelque chose qu'on a commencé et puis d'aller jusqu'au bout. Je n'utilise pas la courbe en tant que facteur de motivation. Aujourd'hui, j'ai un développeur qui sort de son plateau et qui se rue parce que on a un problème de place. Dans l'Obeya Room, on a construit une Obeya Room et il va sur son tableau et il déplace son post-it sur le fini. Après, c'est plutôt il met pas à jour le burn-down chart, c'est plutôt un boulot du Scrum Master dans notre projet, dans notre organisation, d'accord. Et la motivation qu'il a, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, de terminer les tâches et d'aller jusqu'au fini et puis d'entendre le done prononcé par son product owner et de faire la démo de la story en plus devant le product owner. Elle est là la motivation, je pense. On prend le temps pour une dernière question. Je t'ai pas vu la main tout à l'heure. Question pour le Scrum, non? Une question pour les deux. En fait, vous avez parlé de une équipe pour plusieurs projets. Et qu'est-ce que vous proposez pour l'inverse, c'est-à-dire plusieurs équipes pour un même projet? Alors moi, ça tombe bien, j'ai le cas en ce moment. Donc, je vais remonter, qu'on me voit. En fait, souvent, quand on a une équipe et plusieurs projets, alors, ce qui est bien, c'est quand même, on a des projets mais qui font beaucoup de choses, mais on arrive quand même à les séparer un peu en secteurs. C'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte, c'est un peu l'objectif, qu'une équipe s'occupe d'une partie du produit et va rester sur cette partie du produit. Et à partir de là, on peut avoir plusieurs équipes qui vont travailler sur la même base de code, ça pose aucun problème. Mais chaque équipe va avoir sa responsabilité de sa partie du produit. C'est souvent vers ce genre de choses qu'il faut tendre. Donc je prends la main. En Kanban, en fait, on a dit, comme Claude l'a précisé encore une fois, on est plus sur la cartographie d'une organisation existante. C'est le premier travail, en fait, et le tableau Kanban n'est jamais qu'une retranscription de cette cartographie. Et on peut effectivement avoir plusieurs équipes. On peut préserver, je ne sais pas si c'est le bon verbe, une spécialisation en fait par rapport aux différentes colonnes. Donc il y a une équipe de développeurs, une équipe de testeurs, etc. Et il y a bien cette idée plutôt, même si on a spécialisé le poste de travail, de toujours regarder en amont et en aval si on n'est pas en train de créer une file d'attente, un goulot d'étranglement, et on est plus dans la coopération, la collaboration de ces spécialistes. Donc là, en Kanban, on a la liberté d'avoir des équipes différentes.